téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Regards croisés. On parle sans gêne de notre cœur, de notre tension, de nos douleurs physiques. Mais dès qu'il s'agit de notre santé mentale, le silence s'installe. Honte, tabou, idées reçues, pourtant cette part de nous est essentielle pour notre équilibre, notre bien-être et notre vie. Vous l'aurez compris, ce soir, nous lèvons le voile sur la santé mentale. Pour ce faire, nous avons choisi de croiser deux approches complémentaires, celle d'un psychiatre et celle d'une thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Deux regards, deux approches, un seul objectif, briser les tabous. Avec nous ce soir, sur ce plateau, Fouley Camara, thérapeute spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Elle accompagne des personnes confrontées à divers troubles émotionnels et psychologiques en les aidant à mieux comprendre et gérer leurs pensées et comportements. Bonsoir Fouley. Bonsoir Diawfal, ça me fait plaisir d'être là et c'est un honneur de parler de santé mentale et je suis contente aussi de rencontrer Dr Khan. Alors, à mes côtés, bien sûr, Dr Khan, Mamadou Mohamed, psychiatre et psychothérapeute. Il intervient dans la prise en charge médicale et physiologique des troubles mentaux avec une vision intégrale de la santé mentale. Bonsoir docteur. Je suis bien heureux d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est un plaisir de répondre à votre invitation et d'être parmi vous et d'être à côté d'une collègue, Dr Fouley, psychothérapeute, dont j'ai déjà entendu parler beaucoup de bien. Et à part ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand vous m'avez parlé de la santé mentale, vous voulez faire un sujet sur la santé mentale, je vous ai dit que vraiment c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je n'ai pas hésité un instant et je suis là parmi vous et merci de me donner cette opportunité de parler de la santé mentale. Merci. Alors, on parle de plus en plus de santé mentale, mais souvent sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Commençons par poser les mots justes. Comment définiriez-vous tout simplement la santé mentale ? Qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa tête et dans sa vie? Et donc, comme on le sait, chez nous, la Mauritanie aussi, on est dans une phase embryonnaire de la santé mentale. Et donc, comme vous l'avez dit, on parle souvent de santé physique, de santé en général, mais on a du mal à parler de santé mentale. Et donc, définir la santé mentale, pour moi, la santé mentale, c'est tout simplement ce carburant qui nous fait fonctionner, qui fait qu'on est bien, qui fait qu'on n'est pas bien, qui fait qu'on est productif, qui fait qu'on peut, on peut avancer dans notre vie. Et donc, c'est ça, le bien-être physique, le bien-être émotionnel, tout ce qu'on peut produire pour aller bien. C'est ça la santé mentale pour moi. D'accord. Alors, docteur, d'un point de vue médical, à partir de quand peut-on parler de trouble mental? Où est la frontière entre mal-être ordinaire et une maladie qu'il faut traiter? D'accord. Donc, concernant la maladie mentale, vous savez, chacun d'entre nous a quelques troubles mentaux qui sont plus ou moins mineurs, qu'on arrive à gérer. Maintenant, quand ça a une répercussion sur le plan socio-professionnel, là, par contre, là, on peut parler de trouble mental. Quand il n'y a pas de répercussion, la personne arrive à supporter, on peut dire que c'est normal. On peut tous avoir des coups de blues, on peut tous avoir des coups de mou, on peut tous avoir quelques symptômes anxieux, mais quand ça devient grave ou quand il faut parler de maladie mentale, c'est quand il y a une répercussion dans la vie socio-professionnelle, que là, ça empêche la personne d'aller travailler, ça empêche la personne de se socialiser avec les gens. Donc là, on peut parler vraiment d'une maladie mentale. C'est là qu'on parle de maladie. D'accord. Malgré son importance, la santé mentale est restée entourée de tabous, de malaises, parfois même de peur. Pourquoi est-ce encore si difficile d'admettre qu'on va mal mentalement, alors qu'on dit sans problème, j'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête? Moi, j'entends beaucoup, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire que la santé mentale est un sujet tabou chez nous. Ok, je suis d'accord que c'est un sujet tabou, mais en même temps, je me dis que c'est un sujet méconnu. C'est-à-dire que pour parler de tabou déjà, il faut connaître quelque chose et dire que je ne peux pas en parler parce qu'il y a ça et ça. Mais toutefois, je dis qu'il est tabou, mais il est surtout méconnu. Donc, on n'en parle pas assez. Et donc, ce qui fait qu'il est tabou, c'est parce que aussi, c'est associé à certaines croyances.
Donc, d'où la stigmatisation. Je parlais tout à l'heure d'un cas à Dr Khan, et donc c'est de dire à quelqu'un, par exemple, il faut aller voir un psychiatre, et la personne te dit « Oh, je ne suis pas folle ». Et donc, il y a cette peur d'être jugé qui fait qu'on a peur d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Pourquoi associer psychologie, psychiatrie forcément à la folie? Oui, ici, associé à la folie, ce n'est pas partout, mais c'est surtout chez nous, nos réalités culturelles, nos réalités religieuses. Donc, ce qui fait que, par exemple, parfois, c'est même les leaders religieux qui font croire à cette masse-là que c'est lié à la folie, c'est lié peut-être au maraboutage. Et donc, ils suivent ces gens-là. Ces gens les influencent. Des croyances. Donc, des croyances qui sont là, qui sont ancrées en nous. Et ça demande, c'est difficile quand même de démystifier la vision qu'ils ont de cette santé mentale-là. Exactement. Donc, si je peux rebondir par rapport à ce qu'elle a dit, vous savez, on a ce problème-là, non seulement le côté mystique, le côté religieux, mais aussi la malcompréhension, comme elle a dit, de la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui croient que la santé mentale, c'est juste la folie en tant que telle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de certains symptômes, certains trucs. Vous savez, à l'hôpital Dia, au centre des spécialités, c'est bizarre quand... Même pour aller faire un scanner, il y a certains qui ne veulent même pas aller là-bas en se disant non, ça c'est l'hôpital des fous, je ne peux pas aller faire même pour faire un scanner. Parce qu'il y a ces idées reçues et malheureusement, quand tu es malade une fois, on te colle l'étiquette de quelqu'un de malade et tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour cela qu'il y a certains, même quand ils sont malades, ils préfèrent cacher ça, faire traiter ça en catimini et dès que la personne commence à aller mieux, on la remet dans la société. Après, on va dire non, il était en voyage, il était truc. Il y a certains même qui ont trouvé maintenant des solutions d'amener les gens bien loin dans les mahadara là-bas pour essayer de les éloigner, pour les traiter là-bas. Après, tout ça parce que pour vous dire que c'est un tabou et il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui peuvent arriver à tout le monde, mais que les personnes n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est le psychiatre qui traite ça. Et surtout ici, en Mauritanie, on a ce côté de dire que c'est un problème d'estomac. Méjibne, ils ont l'habitude de dire non, ça c'est méjibne. Et d'habitude, ils partent voir les gastrologues et tout ça là, qui leur mettent sous traitement. Non, ce n'est rien, c'est juste le truc. Et c'est quand ça ne s'améliore pas, maintenant, ils vont aller voir les psychiatres. Le psychiatre, c'est le dernier rempart. Parce que les gens ne sont pas habitués. Alors qu'il y a certains symptômes que le psychiatre peut traiter. La dépression, ça peut arriver à tout le monde. Certains troubles anxieux, ça peut arriver à tout le monde. Mais malheureusement pour nous, maladie mentale égale la folie. Si tu n'as pas la folie, c'est que tu n'as rien de grave. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure de dépression. Oui. Pourquoi la dépression ou l'anxiété sont-elles encore perçues à tort comme une forme de folie? D'où vient cette confusion à votre avis? Folie, dépression, en fait, anxiété. Ce n'est pas perçu comme une forme de folie. En fait, le problème, c'est qu'ils ne prêtent même pas attention à la dépression tant que ça n'a pas des répercussions. Par exemple, vous pouvez voir quelqu'un qui a une dépression, qui traîne une dépression pendant plus de 2 mois, 3 mois. Il ne vient pas consulter. C'est quand la personne commence à dépérir, ne mange pas, ne boit pas ou a des idées suicidaires, c'est là que maintenant que ça commence à les alerter. Sinon, ils vont dire non, ça, ce n'est rien. Ils banalisent ça. Il y a certaines femmes, par exemple, je vous donne juste l'exemple du dépression, du postpartum. Les femmes, après accouchement, une femme peut avoir une dépression ou une dépressivité qu'on appelle le baby blues. C'est que ces femmes-là, ils n'ont même pas le temps. C'est-à-dire qu'ils ont honte d'exprimer ça parce qu'on va dire non. Mais c'est pas normal ça. Tu viens d'avoir un enfant, c'est un événement heureux. Pourquoi tu serres la mine? Pourquoi tu fais comme ça? Alors que c'est Pourquoi ne pas expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que le baby blues? Le baby blues, c'est une forme de dépression. Pas une dépression, c'est quelque chose qui dure quelques jours. C'est juste une petite dépressivité, c'est-à-dire un mal-être. La personne a un mal-être après l'accouchement. Après l'accouchement, la personne peut avoir un mal-être, c'est-à-dire avoir une humeur plus ou moins changeante, une humeur plus ou moins, comment on appelle ça, labile, c'est-à-dire tantôt je pense que c'est dû au changement hormonal, le bouleversement hormonal, la personne commence à, de temps en temps, la personne pleure sans raison, on dit qu'elle n'a pas de raison de pleurer, ou la personne se sent un peu triste, la personne néglige un peu son enfant, mais juste c'est-à-dire que ce n'est pas la forme sévère, parce que quand c'est la forme sévère, pour comparaison avec la dépression, c'est par rapport à l'évolution
et par rapport aux symptômes. Et les symptômes sont plus marqués par rapport à c'est-à-dire la dépression, c'est plus marqué et ça dure à peu près 2 semaines. C'est une évolution de plus de 2 semaines, c'est en ce temps qu'on peut parler de dépression. Mais quand on parle de baby blues, c'est quelques jours après l'accouchement, la personne ne se sent pas bien. C'est juste un petit coup de blues, comme on dit, un petit coup de blues de la personne. Après, ça s'améliore, la personne s'améliore, elle reprend le dessus et tout ça, là, tout se passe bien. Alors que la dépression, des fois, ça nécessite un traitement thérapeutique comme psychothérapeutique. La personne a besoin d'un accompagnement. Et malheureusement, il y a beaucoup qui intériorisent ça, qui n'ont pas le droit d'exprimer leur mal-être et tout ça. Là. Ça, je vous donne juste un petit exemple, si je peux. Oui, bien sûr. Une petite anecdote. J'avais un patient qui était venu me voir avec sa maman et son frère. Sa maman me dit, mon fils, il est là, il est malade et tout ça, là, il était agité et tout ça. On le met sous traitement, je lui donne son traitement, il s'en va. Au moment où ils sont en train de partir, il y a le petit frère qui dit, docteur, moi je ne me sens pas bien. Elle me dit, non, toi, ton problème, ce n'est pas une maladie, viens. Alors qu'il avait une dépression, il est venu par la suite me voir parce que sa maman ne considère pas ça comme une maladie en fait. Non, toi, tu viens. Et lui, il avait une dépression, il souffrait d'une dépression, il se rendait compte qu'il avait ce mal-être. Mais pour sa maman, non. Parfait. Alors, beaucoup de personnes souffrent longtemps, en silence, avant de chercher de l'aide. Est-ce que vous voyez souvent des patients qui arrivent tard, après avoir longtemps hésité? Qu'est-ce qui freine le plus souvent? Oui, mais ça, c'est très fréquent. Parce que moi, parfois, il y en a qui viennent et qui me disent que ça fait 2 ans que j'ai ton numéro, mais je n'arrive pas à franchir le pas. Et c'est très souvent pourquoi? Parce que tout simplement, je vais citer quelque chose qu'a dit une petite sœur à moi, Dji Fulbe, qui a dit qu'en Mauritanie, il y a ce qu'on appelle la sécheresse des émotions. Et donc, on a été éduqués comme ça, à ne pas exprimer nos émotions. Donc, comme on n'exprime pas nos émotions depuis l'enfance, ça fait qu'on a peur tout d'un coup d'aller se mettre devant un inconnu et de s'ouvrir. Ça, c'est un. Et de 2, il y a aussi le problème de confiance. Parce qu'on se dit peut-être, OK, je vais aller parler de mon problème à un tel. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être qu'il peut en parler à d'autres personnes, ou peut-être que cette même personne aussi peut me juger. C'est-à-dire avoir peur du jugement du psychologue ou du psychiatre, mais en même temps, il y a aussi la peur d'être dévoilé. Donc je pense que ça, c'est un grand frein. C'est ça qui fait que beaucoup hésitent ou ont peur d'aller voir les professionnels. Des regards des autres. Tout à Il y fait. a autre chose aussi, si je peux parler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de voir le psychiatre, c'est le dernier recours. D'abord, c'est les tradipraticiens. Ça, il faut être... Les psychiatres, les psychologues, c'est le dernier recours. D'abord, c'est les tradipraticiens. On va aller voir tous les tradipraticiens. Tu vas aller voir beaucoup de tradipraticiens sans avoir de l'amélioration. On va dire, bon, pourquoi pas tenter le psychiatre? Ça, c'est le dernier recours. Et j'avais même, comme anecdote aussi, une patiente qui était venue voir avec son fils. Elle est venue voir, je lui ai prescrit des médicaments qui coûtaient à peine 1000 ouguiya, 1500. Docteur, j'ai plus d'argent. Mais pourquoi? Je dis, docteur, je vous assure que tout ce que j'avais, j'ai même vendu mes boucles d'oreilles en or. J'ai donné ça au tradipraticien pour traiter mon enfant. 800 000 ouguiya, il a dépensé chez le tradipraticien. Il n'a pas eu d'amélioration. Quand il est venu voir, j'ai dit, bon, vous savez ce que je vais faire? J'avais 2 échantillons dans mon bureau, je lui ai donné les échantillons. J'ai dit, maintenant, s'il guérit, moi, je ne veux même pas les 800 000, hein. Je veux juste un petit 8 000. Après, elle a commencé à sourire. Et il est parti, le patient est parti en 2 semaines, il est revenu, il allait mieux. Wow. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas contredire les tradipraticiens. On est peut-être complémentaires, mais parce que moi-même, je suis issu d'une famille maraboutique, parce que mon grand-père traitait les malades atteints de troubles mentaux de façon traditionnelle. Quand j'étais petit, je le voyais faire ça et tout ça là. Il y a même son fils qui a repris le flambeau. Donc, je ne peux pas être dans la critique. Je dois respecter les gens et leurs croyances et leurs trucs. Mais ce que je veux dire à la population en général, c'est que si vous essayez, une fois ça ne marche pas, sachez qu'il y a une alternative. Absolument. Ou bien, vous pouvez faire les deux en même temps. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est quelque chose de très important de savoir
que même nous, ce qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui ont des croyances en se disant c'est Dieu qui guérit, c'est le truc, mais Dieu peut guérir par la main d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute. Oui. Donc, il faut savoir ça. Et que on arrive à guérir. Il y a toute une culture derrière. Exactement. Et toute une réalité derrière. Bien sûr. Et demander de l'aide, tout simplement. Demander de l'aide. À quel moment on arrive au fond? On se dit, c'est bon, ce qui se passe, ce qui m'arrive, c'est pas normal. Il faut que j'aille me consulter. À quel moment on franchit vraiment cette étape? Si je peux... Ok, right, yeah. Ok, donc moi je me dis que dès lors, vous l'avez dit tout à l'heure, donc dès lors que ça a un impact sur notre quotidien, sur notre fonctionnalité professionnelle à la maison, il n'y a pas vraiment... Seule la personne peut dire, c'est quand on se sent vraiment pas bien. On sait que là, on a atteint les limites. Parfois, il y a des gens qui viennent, ils se disent, personne ne les a envoyés, mais là, ils sont vraiment à la limite, quoi. Ils sont saturés. Et donc, moi, je me dis que ce moment, ça dépend de tout un chacun. Ce n'est pas à nous, professionnels, de dire, par exemple, c'est à tel moment qu'il faut venir. Mais la personne, quand il sait que tu ne vas pas bien, et que tu supportes, à un moment donné, ça va exploser. Et quand ça va exploser, tu ne pourras pas supporter. Et là, peut-être, tu franchiras ce pas. Bombe à retardement. Yeah. Malheureusement. Et le problème majeur par rapport à ça, c'est que les gens viennent, malheureusement, tardivement, pendant que les trucs se sont installés, pendant que les troubles sont installés. Et là, ça devient difficile à traiter. Malheureusement, pour que quelqu'un envoie son patient ou l'entourage envoie quelqu'un à l'hôpital, il faut qu'il soit attaché. Chez nous, malheureusement, il faut qu'il soit attaché. Alors que dès le début des symptômes, tu peux aller voir un psychiatre ou un psychothérapeute qui peut t'aider à sortir de ce pas. Mais malheureusement, il faut que la personne soit attachée. Je vous assure, 80% de nos consultations, c'est ça. Mais maintenant, heureusement, maintenant, ça commence à changer. Les gens commencent à venir se soigner pour des troubles anxieux, mais pas directement. Par exemple, pour les troubles anxieux, il faut que la personne passe par le médecin généraliste, les urgences, parce que les troubles anxieux, des fois, c'est spectaculaire. Tu as l'impression que tu vas faire une attaque cardiaque, tu as l'impression que tu vas faire un AVC, donc directement, tu vas aller aux urgences et tout ça, là, et puis ils vont faire tous les bilans, ils vont trouver que c'est normal, ils vont t'orienter vers le psychiatre. Mais malgré tout, il y a certains qui commencent à venir pour des troubles d'anxiété généralisés, pour une dépression mineure, même pas majeure. Il y a des gens qui commencent à consulter pour des... Ça évolue, hein, franchement. Moi, je vois que ça évolue pour des troubles, même des troubles de l'adaptation. Des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire c'est quand tu as un facteur de... Il y a des gens qui viennent, quand ils viennent me voir à l'hôpital, docteur, je ne suis pas venu pour les traitements. J'ai entendu parler des médicaments psychiatriques, que ça rend la personne ceci, ça rend... Donc moi, je suis venu juste, c'est-à-dire pour directement la personne dit je suis venu juste. Justement, par rapport à ces médicaments, dans la majorité, on voit que ça a des effets qui font que la personne, elle est des effets tranquillisants, en fait. La plupart des médicaments psychiatriques ont des effets tranquillisants. La peur de consulter ou de prendre des médicaments ne vient-elle pas justement de cette peur de ces médicaments? Ça peut venir de cette peur, mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que peut-être, vous savez, là, il y a une chose très importante en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. La psychoéducation, ça veut dire quoi? Quand une personne vient te voir, tu le mets sous traitement. D'abord, il faut que tu lui fasses comprendre qu'il est malade, qu'il doit prendre un traitement. Et que ce traitement, la plupart du temps, les traitements psychiatriques, c'est des traitements à vie. Tu vas lui faire comprendre qu'il doit prendre un traitement. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, tu vas faire comprendre à la personne que les médicaments qu'il va prendre peuvent avoir des effets secondaires. Et que ces effets secondaires peuvent être gérés. Par exemple, je vous donne quelque chose, juste une anecdote. Il y a un patient qui avait pris des médicaments d'un médecin qui lui a prescrit des médicaments. Il y a des effets secondaires. Et des fois, les effets secondaires, des fois, tu as l'impression que c'est quelque chose de grave. La personne a ce qu'on appelle une dystonie. C'était comme ça. Il était comme ça, la tête était un peu raide et puis inclinée. Ils ont eu peur.
tremblé, ils ont eu peur, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait un scanner, ils ont fait tout. Après, ils m'ont appelé, docteur, on nous a dit de venir vous voir. On l'a hospitalisé quelques heures et tout ça là. Après, on m'a appelé pour que je vienne prendre mon avis. Je suis venu, j'ai trouvé que la personne est sous antipsychotiques. Donc c'est ça c'était juste des effets secondaires. Je lui ai donné juste un petit comprimé du Parkésol qu'on appelle Artan. Je lui ai donné juste un petit comprimé. 30 minutes après, il est revenu normal. Wow. C'est spectaculaire parce que la personne n'a pas été mise au courant éduquée. Il y a ce qu'on appelle une éducation. Comprendre, parce que les gens ont des a priori ici, les médicaments psychiatriques. Non, ça peut faire ceci, ça peut... Non. Si les médicaments sont bien pris de façon correcte, de façon tu éduques la patiente, le patient, tu lui parles de ça, ça suffit largement. Et des fois même, vous savez, je le dis devant les gens pour que les gens puissent savoir. Malheureusement, il y a ce tabou aussi, parce qu'il y a certains médicaments psychiatriques qui peuvent entraîner des troubles érectiles, dysfonction érectile chez les hommes et tout ça. Et malheureusement, c'est source de rupture thérapeutique. La personne arrête son traitement à cause de ça. Alors que, et quand il arrête ce traitement, la maladie revient. Et quand elle revient beaucoup plus grave que d'habitude. Et malheureusement, c'est une source de rupture thérapeutique. Donc je dis juste aux gens qui sont sous traitement, ne vous inquiétez pas, c'est juste des effets secondaires qui peuvent être contrecarrés. Que les médicaments psychiatriques, non, comme tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, mais lorsqu'ils sont bien conduits, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Au-delà des diagnostics, il y a des histoires, des émotions, des vécus. Dans ce que vous entendez au quotidien, qu'est-ce qui revient le plus chez eux, ceux qui souffrent en silence, une peur, un sentiment d'incompréhension? Je me réjouis d'entendre ce mot-là, incompréhension. Et je cite encore quelque chose qu'un ami m'a dit, parce que moi, ça me marque ces petites phrases comme ça. Il dit que parfois, je cite Brems, l'artiste Brems. Brems a dit que parfois, il vaut mieux être compris, il vaut mieux être compris que d'être rassuré. Et donc, parce que c'est pour dire tout simplement que il n'y a pas de situation plus uncomfortable, plus malheureuse que de ne pas être compris. Et donc, c'est ça qui fait que beaucoup, par exemple, sombrent dans la dépression. C'est-à-dire qu'ils quittent d'un état, par exemple, être dépressif et être déprimé, ce n'est pas pareil. Et donc, parfois, c'est des petits états, c'est-à-dire, ils sont déprimés aujourd'hui, demain, aujourd'hui. Et puis là, ils ont ce problème d'incompréhension de la part de l'entourage et qui fait qu'ils sombrent dans cette dépression-là. Et donc, c'est ce qui revient le plus souvent. Quand les gens viennent me voir, ils se sentent incompris. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont là. Mais maintenant, après, il y a l'incompréhension. Le problème le plus commun, qui est les tendances suicidaires. Moi, je peux dire que 85% de ces personnes qui viennent me voir, 85% ont des tendances suicidaires. Et très souvent, c'est toujours ce problème d'incompréhension qui revient. Exactement. Parce que très souvent, c'est des jeunes adolescents qui se sentent incompris déjà à la maison. Et puis après, ça vient s'empirer encore à l'école, dans le milieu scolaire, avec les professeurs et les amis. Et donc, c'est ça qui très souvent conduit à des tendances suicidaires. Yeah. L'incompréhension, c'est quelque chose de très difficile à supporter, surtout chez les jeunes adolescents. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui disent non, une crise d'adolescence, non, il est impoli, il faut le frapper. Alors qu'ils ne savent pas que ces personnes-là sont dans une certaine souffrance, une souffrance terrible. Il faut les accompagner, il faut les comprendre. Ce n'est pas que la personne a envie. Vous savez, l'adolescence, c'est la période d'affirmation de soi, où la personne veut tout tourne autour de lui. C'est moi, c'est ma vie, c'est mon truc. Vous savez, et là, la personne veut entrer dans le monde adulte. Tu quittes le cocon familial, le confort familial, tu vas rentrer dans le monde adulte. Donc, la personne est tiraillée entre ces deux mondes-là et c'est un peu difficile pour lui. Il cherche une identité. Et c'est vraiment difficile, il faut vraiment les accompagner. Et pour parler aussi du suicide qui est très important. Ça fait partie des choses que je voulais vraiment parler dans cette émission.
qui est très... Malheureusement, il y a beaucoup qui se suicident en silence. Pourquoi? D'abord par rapport au tabou. Vous savez, ici, dès que tu parles de suicide, on dit non, tu n'as pas le droit de penser au suicide parce que tu es musulman. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et des fois, je peux avoir des patients qui viennent dans le cabinet. Et moi, j'ai l'habitude de poser des trucs directement, comme mon professeur disait. Est-ce que tu as des idées suicidaires directement, au lieu de passer par les trucs? Mon professeur Où dit. se trouve la limite? À quel moment dit-on qu'une personne a des idées suicidaires? C'est ça, en fait, c'est ça le problème. C'est des petits signaux qui sont là, mais que la famille occulte. Et que la famille dit, des fois, il y a des gens qui peuvent parler avec leur famille, disant, il y a des idées. Non, 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 tu ne dois pas penser à ça, vas-y, prie, oublie. Alors que si tu refoules ça, c'est encore plus grave. Il faut exprimer. Un être humain doit s'exprimer. Il ne doit pas garder à l'intérieur. Comme j'ai l'habitude de dire, un être humain, c'est comme une bouteille de boisson gazeuse. Quand tu bois une bouteille de boisson gazeuse, tu bois à moitié. Il reste une moitié qui est restée, qui est à l'équilibre. Quand tu es secoué, il y a des bulles d'air qui vont se former à l'intérieur. Imagine, tu es secoué par les tracas du quotidien, par les problèmes de tout genre, et tu es secoué, et on te dit, vas-y, ferme la bouteille, ne laisse pas l'excès sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater un jour ou l'autre, ça explose. Soit la fermeture n'est pas assez solide, ça explose, soit elle est solide, ça implose de l'intérieur. Tu vas te faire du mal à toi-même, tu n'arrives pas à extérioriser ça, tu te fais du mal à toi-même. C'est comme ça, en fait. Le problème, c'est ça. Et les gens, ils ne savent plus vers qui se tourner. Moi, je suis un bon musulman. Je n'ai pas le droit de tomber malade. Je n'ai pas le droit de dire que j'ai des idées suicidaires. Je n'ai pas le droit. Non. Alors que, la dernière fois, on avait eu à l'hôpital quelqu'un qui a... Comme ça, il s'est tranché les jugulaires. Heureusement, la chirurgie a pu faire des miracles. Sinon, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a des idées suicidaires, laissez-le s'exprimer. Ce n'est pas haram d'exprimer ses idées suicidaires. Non. Et des fois, c'est la famille. Tu poses la question, je viens, oui, est-ce que vous avez des idées suicidaires? C'est la famille. Non, non, moi, on va le c'est le moment où quelqu'un d'autre qui répond à la place. Pour quelle raison? Laissez les jeunes s'exprimer. Ça existe, le suicide, ça existe. C'est quelque chose, ça ne doit pas être tabou. Quand quelqu'un a des idées suicidaires, laissez-le s'exprimer. On va trouver une solution pour cette personne-là. N'essayez pas de... Quand vous le bloquez, vous bloquez une bombe à retardement et demain, il va se suicider. La dernière fois, j'ai un de mes patients qui est décédé par suicide. Wow. Même quand il est décédé par suicide, sa famille a dit non, j'ai dit, soyons sérieux, est-ce qu'il s'est suicidé? On continue de le blâmer, quoi. Non, on continue de dire, c'est même pas de blâmer, on continue de camoufler ça. Non, il était malade. J'ai dit non, moi je savais que mon patient avait des idées suicidaires. Oui. Il s'est suicidé. Ah oui, il s'est suicidé. J'ai dit oui, c'est comme ça. Il faut dire les choses comme telles. Pouvons-nous prévenir cela? Ouais. Prévenir. Bien sûr. Moi, je me dis que la prévention, déjà, ça commence où? C'est-à-dire ces problèmes, la source de ces problèmes, ça vient d'où? C'est très souvent, ça vient déjà de ton milieu personnel, de ton entourage proche, you know? Et donc, je me dis que pour prévenir déjà, il faut connaître ce que c'est déjà, you know? Comme il a dit, le suicide, les gens, ils ont tendance à dramatiser ça, you know? On a peur de parler de suicide. Et donc, c'est déjà enlever tous ces fausses croyances ou fausses idées sur le suicide déjà. Bon, on sait que, ok, dans la religion musulmane, le suicide n'est pas permis. Mais il faut encourager les gens à parler de leurs mots. En un mot, c'est juste être bienveillant, quoi. Être bienveillant et prêter attention et détecter les signaux, les premiers signaux. Quand on détecte ça, maintenant, on peut peut-être apporter les premiers soins. Bon, quand je dis soins, je veux dire le premier soutien à cette personne-là et peut-être après, pourquoi pas les orienter vers les professionnels. Mais ça commence à la maison. Pour la prévention. Pour la prévention, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le suicide, la plupart du temps, c'est un cheminement. Il y a plusieurs types de suicides. Il y a un suicide qui est programmé, il y a un suicide qui est réactionnel, il y a ce qu'on appelle un raptus suicidaire. Le suicide programmé, c'est quand quelqu'un cherche par exemple, quelqu'un a des problèmes, il cherche des solutions dans la tête. Il y a un schéma que j'ai l'habitude de montrer aux élèves, aux étudiants que je vais enseigner par rapport au suicide.
la personne, dès le début, il cherche toujours des solutions. C'est-à-dire que c'est des problèmes qu'il a, des problèmes familiaux, des problèmes d'études. Il cherche toujours une solution. S'il n'arrive pas à trouver, plus les solutions diminuent, plus il y a des flashs qui viennent en tête. Est-ce que le suicide, ce n'est pas une solution? Est-ce que le suicide n'est pas une solution? Comme ça, je vais me reposer tranquillement. Et plus il avance, plus le suicide prend de l'importance et les solutions diminuent. À un moment, il va arriver à un stade, ce qu'on appelle le stade de cristallisation, où maintenant, dans sa tête, il n'y a que le suicide, rien d'autre. Tu ne peux pas lui faire changer d'avis. La seule solution. La seule solution, c'est le suicide. Ces personnes-là, pour empêcher qu'ils se suicident, ces personnes-là, il faut les hospitaliser. Et si la famille refuse l'hospitalisation, il faut qu'ils soient proches d'un service de tuer le numéro du SAMU ou tout ça, là, quand il y a risque, où il faut qu'il soit surveillé comme du lait au feu. Et c'est des gens qui d'habitude essaient toujours de montrer les premiers signes, je pense, surtout s'ils ont un plan. Le plan, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Je vais peut-être me pendre, je vais peut-être m'immoler, je vais peut-être... Là, c'est les trucs. Et la dangerosité du suicide, c'est-à-dire, c'est les moyens. Est-ce que, par exemple, quelqu'un il dit, je vais prendre... Il y a certains qui font des suicides par chantage. Ils vont prendre 2-3 petits médicaments et tout ça, là, devant la famille et tout ça, là. Ils savent que ça ne va pas passer, mais juste dans le cadre... Je ne peux pas parler des névroses hystériques. Chez les hystériques, d'habitude, c'est des suicides de chantage par chantage où la personne veut. Maintenant, il y a d'autres, mais ça, ce n'est pas des trucs dangereux. La personne va prendre 1-2 comprimés de quelque chose en buvant devant la famille, tout ça, pour montrer qu'ils sont plus. Mais il y a des suicides beaucoup plus graves que ça. La personne par arme à feu, boire de l'acide, faire des trucs. Ça. Donc, il faut toujours évaluer le risque suicidaire chez cette personne-là. Les préventions, il y a une prévention primaire et une prévention secondaire. Les préventions primaires, c'est avant que ça n'arrive. D'abord, il faut toujours détecter. D'abord, le suicide, c'est tout un ensemble. Il y a ce qu'on appelle des facteurs protecteurs, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y a l'âge, l'âge jeune, le sexe masculin. Il y a les antécédents de suicide. Est-ce que la personne a déjà eu à faire ça? Ou les antécédents familiaux de suicide, est-ce que c'est une famille de suicidants? Ou des gens ont l'habitude de faire des tentatives de suicide? Il y a aussi la présence d'une maladie. Certaines maladies peuvent entraîner le suicide, parce que, comme par exemple la schizophrénie. Dans le cas de la schizophrénie, le risque est multiplié par 20 ou 30. Pourquoi? Parce que c'est sous impulsion, c'est-à-dire c'est des voix que tu vas entendre, des hallucinations auditives. Vas-y, saute. Ou bien des visions, des gens que tu vas voir qui vont dire vas-y saute, tout ça. Donc ça pousse à aller directement faire le suicide. Tu n'es plus maître de tes gestes. C'est comme si tu étais contrôlé par quelqu'un d'autre. Ou bien la dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire. Là-bas, c'est une dépression vraiment sévère qui peut pousser la personne à aller au suicide rapidement. Vous comprenez? Donc comme je vous ai dit, le suicide c'est un cheminement. Il y a aussi ce qu'on appelle, ça c'est le suicide avec cheminement, et il y a ce qu'on appelle les suicides réactionnels. Par exemple, quelqu'un qui entend parler d'une mauvaise nouvelle ou qui se fâche avec son épouse et tout ça là, qui va dire je vais aller chercher quelque chose pour me suicider. Ça c'est des suicides réactionnels. Il y a d'autres suicides, c'est ce qu'on appelle le raptus suicidaire. Ça c'est les suicides impulsifs. La personne d'un seul coup, tu lui dis un mot, ça ne lui prépare, comme dans le cas des borderline. Il y a des personnalités qu'on appelle les borderline, les personnes qui sont rapides à la gâchette. Tu lui dis 1-2 mots qui ne lui plaît pas, il peut se tuer directement sans réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les raptus suicidaires. On est d'accord? Donc tout ça, ça peut être prévenu. D'abord, ça c'est les facteurs de risque. Il y a aussi l'entourage qui est très très important. La plupart du temps, c'est des gens qui sont incompris, qui ne sont pas bien entourés, qui n'ont pas un bon entourage qui est compréhensible. S'ils savaient que l'entourage était là, était bien avec eux, était les aider, ça allait les aider, ça allait les conforter. Heureusement aussi que je reviens à la religion qui est là, qui est ce qu'on appelle un facteur protecteur. La religion aide beaucoup. Franchement, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, j'ai des idées suicidaires, mais je ne pense pas à me suicider parce que je suis musulman. » Culturellement et religieusement, ça aide beaucoup. Très important. Exactement. Dans les pays musulmans, c'est pour cela que le risque il est un peu faible. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de ces personnes qui prennent 1, 2, 3 comprimés, pas pour se suicider directement, mais juste pour alerter.
Est-ce une forme d'appel au secours, d'SOS, pour dire regardez-moi, écoutez-moi, je ne vais pas bien? Je pense que c'est toi qui avais parlé de ça. Bien sûr. Oui. En fait, si je peux reprendre, c'est dans deux cas. Oui. le premier cas, ça peut être un appel de secours. C'est-à-dire la personne te dit que je ne suis pas bien. Seulement, tu ne veux pas se suicider, mais il veut que sa famille prête attention à lui. Sache qu'il est mal dans sa peau, qu'il ne se sent pas bien. Donc, il faut écouter ces signaux-là. D'autres, c'est dans le cas d'un chantage. Il y a une patiente qui avait pris des médicaments parce que sa famille a refusé de lui acheter un iPhone. Oh. Et c'est pas ce que j'ai dit. Il est venu, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ma famille a refusé de m'acheter un iPhone. J'ai dit à ma maman de m'acheter un iPhone dans le cadre d'un chantage. Vous comprenez? Et ça peut être aussi des menaces de suicide que certaines personnes, comme surtout dans le cadre des personnalités histrioniques, peuvent faire aussi dans le cadre d'un chantage que tu peux. En fait, c'est des personnes qui ont envie d'attirer l'attention sur elles. Elles sont troubles. C'est des troubles, c'est des gens qui sont toujours dans la séduction, qui sont toujours se reportent à elles. Ils veulent que les gens prêtent attention à elles. Si tu ne prêtes pas attention à eux, ils peuvent te faire du chantage. Je vais me suicider si tu ne prêtes pas attention à moi. J'ai besoin que tu me fasses. Ils sont toujours à la recherche de bénéfices secondaires. Tu fais ça pour moi, tu ne fais pas, je vais me suicider. Des fois, c'est surtout des paroles. Mais, n'empêche, peu importe, tant que c'est en rapport avec le suicide, avec la mort, prêtez attention à ça. Et c'est très, très important. Il n'y a pas de fausse alerte. Il n'y a pas de fausse alerte quand il s'agit Malheureusement, on peut dire fausse alerte. Nous, les personnels, les professionnels de santé mentale, parce qu'on sait comment ça se passe. On peut comprendre. Mais la famille ne faut jamais prendre ça comme une alerte. Il faut toujours prendre ça comme une alerte. Yeah. Maintenant, à partir de là, c'est au médecin d'évaluer. D'accord. Et dans vos consultations, ce genre de personnes qui cherchent à attirer l'attention vers eux, vous les retrouvez souvent? Oui. Que ça dépend toujours d'où est-ce que vient ce problème-là. Et donc très souvent, ces gens-là, c'est très souvent des gens qui ont été victimes d'abandon. Par exemple, des jeunes qui ont été abandonnés par leurs parents ou par une femme qui a été abandonnée, par exemple, par un mari. Et donc, qui ont connu, par exemple, je prends l'exemple de cette femme-là qui a vécu le divorce de ses parents, très jeune. Et puis ensuite, sa maman est décédée. Elle a vécu avec ses petits frères et ses petites sœurs. Son mari l'a quittée. Et donc, cette personne-là, elle est victime de ce qu'on appelle, si je peux l'appeler comme ça, de dépendance affective. Hein? Et donc, quand on a cette dépendance affective-là, il y a ce manque qui est là qu'on a besoin de combler. Et donc, ce qui fait que parfois, on a besoin d'avoir cette attention, cette affection venant des autres. Et comme par hasard, parfois, c'est quand on le veut, on n'arrive pas à l'avoir. Les gens ne le donnent pas. Et donc, ce qui fait qu'on est toujours à la quête de cette dépendance-là, qui fait qu'on crée certaines choses pour attirer l'attention vers nous. Et donc, je pense que c'est ce qui renvoie parfois à ce suicide par chantage. Combler quelque part en vide. Combler un vide, yeah. Exactement. D'accord. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vitesse du quotidien, les crises successives, est-ce que vous observez une augmentation des troubles de la santé mentale? En fait, les troubles de la santé mentale, malheureusement, on ne peut pas, jusqu'à présent, on n'arrive pas à évaluer, on n'a pas un chiffre précis par rapport à la Mauritanie parce qu'il y a beaucoup qui sont sous le tapis, il y a beaucoup qui passent par les praticiens. Mais ça augmente beaucoup par rapport aux réseaux sociaux, comme vous avez dit. Maintenant, on a des médecins qui sont dans les sur les réseaux sociaux, qui commencent à parler de la santé mentale et les jeunes commencent à prendre conscience que la santé mentale, c'est une maladie comme les autres. Ils commencent à prendre conscience, donc il y a des gens qui viennent consulter, qui viennent voir comment on appelle ça, qui viennent voir les spécialistes, juste par rapport aux réseaux sociaux, parce que moi, il y a certains qui viennent me voir en me disant, docteur, j'ai vu votre podcast.
Donc, je pense que j'ai besoin de venir vous voir. Au docteur, j'ai vu tel médecin qui a parlé à la télé, qui parle de trucs, ou bien tel médecin parlait sur Facebook et tout ça là. Très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit toujours. Docteur, il faut commencer à parler sur Facebook, sur Twitter, pour essayer. Et moi, je suis pas... C'est vrai que je ne suis pas trop réseaux sociaux, je ne suis pas trop dans les publications, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Ce serait très bénéfique. Ça pousse les gens à venir se consulter et à ce que les gens sachent que c'est une maladie comme les autres. On peut dire alors que Sikano aide à vulgariser Bien sûr. et à mettre la lumière sur ces troubles. Bien sûr, c'est quelque chose de très, très, très important. Et j'aimerais dire à tout le monde que la maladie psychiatrique, ce n'est pas une maladie honteuse. La maladie psychiatrique, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ça se traite, ça se soigne. Je vous garantis qu'il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques qui sont sous traitement. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas dire que celui-là, il a une maladie mentale. Non, il travaille dans les hautes sphères du gouvernement. Il travaille dans les bureaux, il travaille dans beaucoup de sociétés. Ils sont bien, ils prennent leur traitement, ils sont bien, c'est des gens normaux comme les autres. Donc, s'il vous plaît, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas, venez voir les professionnels, ils sont là pour vous. Notre émission touche à sa fin. Avant de quitter, je vais vous donner le dernier mot, peut-être un message à transmettre, une idée à partager. Ouley. Oui, moi je voudrais déjà... Je vous remercie de m'avoir invité ici et merci à Dr Kane parce que franchement j'ai beaucoup appris, des choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris aujourd'hui sur cette table. Et ce que je voudrais lancer comme message, c'est surtout aux personnes d'être bienveillants. Ce mot, moi j'aime bien ce mot et je l'utilise souvent parce que tout commence par là, quoi. You know? Parce que parfois on voit quelqu'un qui souffre, qui va très très mal, mais juste en ça va ou ça ira, ça lui fait un bien fou. Ou parfois juste un câlin. Non mais parfois, moi il y a des gens qui viennent et en fin de session, je leur fais un câlin et ils sont en pleurs, ils me disent qu'ils n'ont jamais eu de câlin. Donc parfois juste un petit mot tendre, un petit geste tendre, ça peut changer la vie d'une personne. Donc soyons bienveillants et n'ayons pas peur d'aller consulter les professionnels. N'ayons pas peur de nous ouvrir, que ce soit un ami, avec un ami, un parent. Il faut, c'est-à-dire que n'ayons pas peur du regard des autres. How to say it, like, express yourself. Just, you know, il faut s'ouvrir. C'est déjà le premier pas vers la guérison. Et donc, c'est ce que j'avais à partager. C'est ce qu'on appelle une libération émotionnelle. Une libération émotionnelle. Thank you. Et vous, docteur? Moi, pour une dernière phrase, mon dernier mot, d'abord, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses avec ma collègue qui est là et je vous remercie. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment qu'il faut prendre en compte la santé mentale. Pas seulement au niveau de la population générale, mais aussi surtout au niveau des décideurs. Moi, je vais m'adresse directement aux décideurs. Ne négligez pas la santé mentale, parce qu'elle représente une grande frange de la population mauritanienne. Aidez-nous à faire développer les structures de santé mentale. Malheureusement, on n'est pas encore à un niveau élevé, surtout dans nos structures. Quand on voit nos structures, si je vous dis qu'on a 20 lits pour toute la Mauritanie, est-ce que vous allez me croire? 20 lits pour toute la Mauritanie. Yeah. Malheureusement, on a des gens, c'est devenu comme un hôtel 5 étoiles. Il y a des gens qui appellent, réservez-moi une chambre, parce que j'ai un malade, je dois venir de Néma, je dois venir de Tui. Et des fois, quand ils viennent, ils ne trouvent pas de chambre, tout ça. Le patient dort dans la rue, dans les couloirs, en période de fraîcheur. Franchement, ça fait mal. On a besoin de médicaments, on a besoin d'accompagnement, vraiment de la part de l'État. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, je m'adresse à la population. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de venir consulter. S'il vous plaît, ne laissez pas traîner la maladie. Dès que vous avez les premiers symptômes, venez voir le spécialiste, le professionnel. Il peut vous aider. Et il n'y a pas de
Il n'y a pas que la folie. Je ne veux même pas entendre parler de mot folie. Les troubles mentaux sont vastes. Absolument. Ça va aux psychoses, des névroses jusqu'aux psychoses. Il y a énormément de choses qu'on peut traiter. Et ne minimisez pas les choses en disant non, ça, c'est pas quelque chose de grave. Rien que le mal-être, dès que vous vous sentez mal, venez consulter. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Allez, venez consulter. Et n'ayez pas ces a priori-là. Non, que les médicaments en psychiatrie, que les ceci, que les cela. Non. D'ailleurs, la psychiatrie évolue. On a des molécules de seconde génération, troisième génération qui ne font pas d'effets secondaires, qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Venez consulter. Vous allez être bien pris en charge. Et tout se passe bien, tout se passera bien. Et je vous remercie de votre invitation. Merci à vous deux pour ces éclairages riches et nécessaires. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. On l'a dit ce soir, on soigne le corps sans honte. Il est temps d'accorder à l'esprit la même légitimité. Écouter sa douleur, c'est déjà commencer à guérir. Que cette parole continue au-delà de ce plateau. Merci.